Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, que mon châle défilait, l'ordre bâtibulé, j'ai fidèle qu'à jappé. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes comme toujours les bienvenus dans le HTG Tonight Show, ladies and gentlemen. Et où que vous soyez dans le monde, à Cayenne, à Kourou, à Saint-Laurent, eh oui, c'est le monde guyanais qui nous regarde, mais pas seulement, la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, aïe aïe aïe, on nous a dit Bahamas, il y paraît, oui, les Bahamas nous regardent. Quel contentement. Chers amis, nos premiers invités vont fondre sur nous comme l'aigle sur sa proie, mais juste avant, un autre aigle, un aigle un peu plus conséquent, un aigle qui aurait passé son temps à manger sur la montagne. Voici la douce et tendre Vanessa Gittens. Venez ma chère Vanessa. Qui aime bien châtie bien Vanessa. Oui, je vais me manger, c'est pas grave. Vous savez bien que je vous aime. J'attends que vous cédiez à mes avances. Sait-on jamais. Vous avez une femme, n'oubliez pas. Non, mais c'est vrai. Vous avez avec vous la règle des 3 P. Patience, persévérance, pilule du violeur, j'attends, voilà, sait-on jamais. Bon, Vanessa, concentrons-nous, si vous le voulez bien, nous allons accueillir un homme fort de la Guyane, un homme contestataire, en tout cas, ses détracteurs le nomment ainsi, on y reviendra avec lui, un homme politique, bien évidemment, et un homme engagé. Merci d'accueillir Monsieur Marc Monthieu. Allez me le chercher, s'il vous plaît. Marc Monthieu, bienvenue sur notre plateau. Je vous embrasse. Merci. Installez-vous. Merci d'avoir accepté surtout. Cher Marc, avant d'ouvrir le bal, si j'ose dire, puis-je vous offrir quelques délicatesses de la télévision locale? C'est pas de refus, oui. Bon, alors par délicatesse, nous entendons de l'eau. N'allez pas chercher... Ah, je m'attendais à une infusion de pomme cannelle, donc ça va aller. Ce sera une infusion d'eau. Vous voyez, ça va être très délicat. Attention. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey. Oui, il y a toujours une petite ambiance sur ce plateau. Et je me fais un devoir, bien évidemment, d'être un hôte charmant et d'accueillir mes invités, de les servir, finalement. C'est ça aussi d'aimer. Tenez. Merci, Jordan. Ma chère Vanessa, un peu d'eau. Merci, je sais que vous n'êtes pas coutumière de la chose. En général, c'est les boissons gazeuses, on le voit bien. Pas du tout. Bon. Marc Monthieu, soyez le bienvenu. Donc, vous êtes d'origine martiniquaise, Marc. Vous êtes né en 1961, ce qui vous donne un âge certain. Oui, un certain âge, tout à fait. Voilà. Le 17 février, vous avez précisément 54 ans. Exactement, depuis 2 mois, 1 mois, on va dire. Voilà, félicitations. Vous avez 2 frères et 2 sœurs. Et vous avez grandi donc en Martinique. Parlez-moi de cette enfance martiniquaise. Oula. Oui, j'ai grandi donc effectivement donc à Fort-de-France, là où je suis né, et j'ai eu l'avantage, je vais dire, de grandir dans un quartier qui s'appelle les Terres-Saint-Ville. Alors, certains le connaissent certainement, c'est un quartier qui est assez riche, qui a accueilli beaucoup de populations venant des communes. Donc on avait au Terre-Saint-Ville une sorte de creuset où se rencontraient les gens de la campagne et les gens de la ville. Alors vous parlez d'une richesse communautaire. Une richesse communautaire, culturelle, humaine extraordinaire. Et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 15-16 ans au Terre-Saint-Ville. Et ça m'a marqué. Comment se comportait le petit Marc Monthieu? Vous étiez quel genre d'adolescent, d'enfant? Un enfant, d'après les dires de mes parents, et un enfant sage, oui, non, je ne vais pas dire le contraire. Ouais. Non, mais c'est vrai. Si c'est vrai, vous pouvez le dire. Jusqu'à présent, je le suis, je pense qu'il est laisse rester. Par contre, effectivement, bon, à l'école, ça allait bien, ça fonctionnait relativement bien, mais j'étais toujours très curieux et attiré par les autres en permanence, et j'étais souvent en dehors de chez moi. Vous étiez déjà communicant? Je pense avoir été très tôt, oui, tout à fait. Ouais. Oui, parce que c'est un peu votre cœur de métier, on y reviendra. Vous destiniez à quoi, finalement? Vous aviez déjà ces aspirations, entre autres, on reviendra sur votre société conseil, mais des aspirations politiques, vous les aviez déjà? Politique, ce n'est pas le terme, mais très tôt, j'ai toujours aimé fonctionner avec les autres, dans le cadre d'associations, même très jeune, dans des équipes, enfin, toujours en groupe, quoi. J'ai toujours été attiré par l'autre, en fait. Et ça, je crois que ça m'a suivi jusqu'à présent. Bon, après, bien sûr, un peu plus grand, j'ai
Au Tierceinville, c'était un lieu où on voyait pas mal de situations naître devant nous, d'injustices, de conflits. Et c'est vrai que très tôt, j'ai été attiré par ces problèmes-là. Et surtout, j'ai très tôt eu envie de vivre à la résolution, tout au moins à l'assistance pour résoudre ces problèmes. Ça a été un peu ça. Et donc, après la Martinique, vous atterrissez où? Eh ben, j'atterris en Guyane. Voilà, hein, comme je pense beaucoup d'autres l'ont fait avant moi. Je suis venu après mes études en Guyane faire mon service militaire. Et j'y suis resté, ça va faire 30 ans. Alors, attention, vous omettez un petit peu le passage métropolitain. Oui, mais le passage français... C'est fait sciemment ? Oui, tout à fait. Donc, à l'époque, en Martinique, les études, après le bac, on était tous en grande majorité contraints de partir pour étudier. Vous êtes parti pendant 5 ans sur Montpellier ? Je suis parti pendant 5 ans sur Montpellier, ouais. Qu'est-ce que vous en gardez? Alors, visiblement, vous n'en parlez pas, peut-être pas de... Non, je n'ai pas à en rougir. Hein. C'est une période qui était très très belle, très intéressante, enrichissante. Je me suis retrouvé à Montpellier avec des étudiants de tous les pays du monde. Donc Montpellier est une ville très cosmopolite. Et c'est là où j'ai même appris à connaître la Guyane à Montpellier, parce que j'avais beaucoup d'amis guyanais qui me parlaient de leur pays. Et avant même d'y avoir mis les pieds, je connaissais déjà la Guyane, quoi. Alors, vous obtenez votre maîtrise en sciences économiques, c'est ça. Hein, puisque vous partez pour votre diplôme là-bas. Et puis, service militaire, vous le dites, oblige, vous partez faire votre service militaire en Guyane. Et là, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez dans ce pays? C'est quoi? C'est la claque? Oui, c'est la claque. Il faut dire que je le connaissais. J'étais déjà venu quelques années avant pour une période très courte. Carnaval? Non, à l'époque, je n'étais pas trop branché carnaval, jusqu'à présent non plus d'ailleurs, mais enfin, non, j'étais venu. Pour tout dire, en fait, j'étais venu en Guyane parce que j'avais une petite copine, comme on dit. Guyanaise, donc. Voilà, qui était venue vivre en Guyane, Ouais. bien avant moi. Et après mes études, j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant d'aller en Guyane, où je pourrais la retrouver tout en faisant mon service. Qu'est-ce qui vous plaît en Guyane pour être resté depuis si longtemps? Tout. Je veux dire que tout me plaît en Guyane. Je vois que quand on vient de la Martinique, bon, je reste attaché à mon pays d'origine, hein, ça je peux pas le nier. Mais j'avoue qu'en Guyane, on a un cadre de vie, on a un relationnel, on a un monde qui nous entoure qui est formidable, qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, ça, on va rentrer à nouveau dans votre vie intime, parce que c'est un peu aussi le principe de cette émission, de s'intéresser vraiment à l'invité hors de son cadre habituel. Qu'écoute notre ami Marc Monthieu? On vous regarde, et avec les a priori qui sont les nôtres, nous ne sommes que des êtres humains, mon cher Marc, on se dit, Marc Monthieu, écoute ceci. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons. Vous connaissez Vanessa ou pas? Pas du tout. Marc Monthieu, vous savez ce que c'est? Oui, un petit peu, ouais. Qu'est-ce que c'est? Il me semble que c'est l'hymne du PSG, non? C'est pas ça, non? Non, c'est pas l'hymne du PSG. Ah, c'est pas l'hymne du PSG. Non. Bon, c'est un hymne, ça c'est sûr, on l'aura reconnu. Je crois que c'est l'hymne, ça doit être l'hymne d'Haïti, me semble-t-il. Ah ouais. Je ne sais pas. On aurait peut-être poursuivi plus loin qu'on aurait su, mais là, au début, les premières mesures, alors, je n'ai PSG, pas vous reconnu. pensiez au Parti Socialiste Guyanais, pas à l'équipe. Pas l'équipe de foot, non, tout à fait. Oui, bien évidemment. Alors pourquoi on vous pose pourquoi on vous fait écouter cela? Parce que on le rappelle, vous avez aussi ce volet-là dans vos actions, ce côté indépendantiste. On y reviendra. Indépendantiste, autonomiste, vous croyez en l'autodétermination. On reviendra aussi sur tous ces termes. Bon, ça fait partie de vos playlists, ce genre d'hymne du pays? Non, je ne suis pas particulièrement fan d'hymnes, sauf lorsque on a vraiment besoin. Je crois que pour la Guyane, aujourd'hui, on a besoin d'un hymne aujourd'hui en Guyane, parce qu'il y a une société qui se construit, et comme toute société On a la qui se construit, Marseillaise. Et manifestement, d'autres l'ont aussi. Et nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose à nous. Hein. En l'occurrence, je pense que l'heure est arrivée à ce qu'on puisse, comme pour le drapeau, avoir quelque chose qui nous ressemble et qui nous rassemble autour. Et à mon avis, l'hymne serait le bienvenu. Alors, ce qu'il y a vraiment dans votre playlist, on a quand même investigué. Vous écoutez vraiment ceci. Les plantes sont nos amis quand on les chauffe. Eh oui, c'est sûr que vous avez aimé la Guyane. Et pour les plantes, c'est pas ce qui manque. Oui, effectivement. Vous écoutez Bob Marley. Oui, le reggae en général et Bob Marley en particulier. Bob Marley qui est on peut dire, le plus grand, qui a des textes qui sont mémorables. Ça fait partie de votre personnalité, le personnage un peu cool aussi, parfois. Vous savez être cool. Oui, c'est ce qu'on dit de moi, quelquefois, tout à fait. Ouais. Et vous écoutez aussi, mon cher Marc Monthieu, ceci.
Vanessa, Non, Jordan. Non. mettez-moi du son, les gars. Non, ça suffit. Je dis pas que c'est une femme. Vous voulez pas danser? Je ne sais pas Ah, mais danser. vous ne savez pas. Notez bien, chers téléspectateurs, Vanessa ne sait pas danser la salsa. Quelle honte à vous. Avoir un corps pareil et ne pas savoir le bouger, Vous, ce n'est Vanessa. pas mieux. Hein. C'est malheureux, quel gâchis. Bah oui, voilà, Marc Montieu, quel Je gâchis. vais prendre des cours bientôt. Oui, prenez-en vite. Nous revenons justement, ma chère Vanessa, puisque vous ne savez pas danser, au moins, Vanessa, vous savez poser des questions, et parfois des questions qui dérangent. Mon cher Marc Montieu, derrière, justement, je le dis souvent, ce sourire cache une personne qui peut être très particulière. Vous le savez, chers téléspectateurs, maintenant que vous suivez cette émission, c'est la question de Vanessa. Vanessa. Il n'y a que des personnes particulières sur le plateau, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, mais vous en êtes une également. Donc, on l'a dit, vous êtes indépendantiste. Une Guyane libre, est-ce que c'est pas un rêve utopiste? Un peu trop. Un rêve utopiste. Oh là là, ça fait beaucoup de. Hein, Oui. Non, c'est un Faut rêve vraiment certainement, pour c'est un rêve, mais comme tout rêve qui mérite de se battre pour le réaliser. Je crois que la vie humaine est faite de rêves. Hein, si on avance dans la vie, et s'ils ont avancé avant nous, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des rêves et qui ont tout fait pour essayer de les réaliser. Est-ce que Donc, nous avons les moyens, les personnes pour... Bien sûr. Si il faut faire l'état des choses aujourd'hui, il serait difficile d'envisager, d'imaginer une Guyane indépendante. Mais je crois que ça doit demeurer un objectif qui doit nous guider dans tous nos pas et pour nous aider à prendre les meilleures décisions à chaque fois. Alors, vous êtes martiniquais, mais vous parlez de la Guyane, mais vous pensez aussi une Martinique indépendante? Oui, tout à fait. Une Martinique, une Guadeloupe, une Kanaki indépendante, la Réunion, les Comores, tous ces pays qui sont aujourd'hui des colonies françaises, à mon avis, elles aspirent et l'histoire, j'en suis persuadé, va venir me donner raison. Et elles aspirent à être un jour. Alors indépendante, le terme il est tellement galvaudé en fait, hein, parce qu'aujourd'hui on peut trouver des pays qui sont peut-être indépendants, mais qui dépendent d'autres, hein, qui sont encore colonies. Non, c'est pour ça que le terme de décolonisation. Vous pensez à qui quand vous dites ça? Sainte-Lucie, par exemple? Non. Sainte-Lucie a son protectorat. Oui, jusqu'à présent, aujourd'hui. ils sont encore sous le domination, enfin, Le sous joug la un reine, petit peu pas de- le joug, hein la puissance Vous aviez envie anglaise. de le dire, dites-le. Non, pas le joug, parce que je pense que la puissance anglaise a très tôt décolonisé, Ouais. même si elle a conservé la reine comme chef d'État de ces pays-là, mais c'est des pays qui sont indépendants aujourd'hui. Non, je Et dans pense à une certains première pays. étape, vous pensez ça possible, en tout cas? Mais Un absolument, protectorat à la mais française, et tout puis est après, possible. L'essentiel, c'est qu'on puisse aller vers cet objectif-là. Et moi, il faut pas être pressé. Il faut faire des choses bien. Et comme elle le disait, Vanessa, et faire de façon à ce que ça puisse se faire sans que des gens en souffrent. Et donc que les gens puissent vivre mieux. Ça demeure quand même l'objectif essentiel. Alors, que les gens vivent mieux. On va revenir dans quelques minutes, Marc Montieu, sur comment finalement la piqûre de l'indépendantisme est entrée en vous. Dans quelques petites minutes. Juste avant, ma chère Vanessa, on va parler aussi du cancer. Grand événement qui, dans quelques jours, aura lieu. Pour nous en parler, Vanessa, nous recevons notre deuxième invité. Notre deuxième invitée, ma chère Vanessa, vous allez nous la présenter. Et oui, nous accueillons Madame Rosine Maroudi, Oui. deuxième vice-présidente et chargée de communication de la Ligue du cancer. Rosine Maroudi, bonsoir à vous. Bonsoir Jordan. Prenez bien votre micro, qu'on vous entende bien. Bonsoir, merci d'être présente dans cette avenir. Je vous présente Marc Montieu, vous le connaissez ou pas? Mais tout le monde connaît Monsieur Montieu. Tout le monde. Voilà. Eh oui. Toute la J'espère Guyane bien, connaît j'espère Monsieur bien. Bon, alors, vous êtes effectivement deuxième vice-présidente de cette ligue. On va dire nouvelle ligue, en tout cas nouveau bureau. Nouveau bureau, oui c'est ça. Nouveau conseil d'administration pour être plus précise. Mhm. Alors, parlez-nous de l'événement qui va avoir lieu en Guyane. Pourquoi cet événement? Pourquoi cet événement? Parce que vous venez de parler de bureau, de conseil d'administration. C'est vrai que ce comité de Guyane a été créé depuis fort longtemps, depuis plus de 8 ans, Bien sûr. par le docteur Breton, que je salue au passage, parce que c'est quand même lui le fondateur de Jacques ce Breton. comité. Mhm. Et arrive à ce qui est arrivé, il est quelqu'un de débordé que tout le monde connaît également. Bien sûr. La Ligue est restée pendant quelques années en sommeil. Il a fallu qu'un nouveau bureau naisse. La Ligue elle est en train de renaître de ses cendres, on va dire. Ouais. Donc il nous faut des fonds. Il nous faut être structuré. Et c'est le but de cette émission, le but de ce concert, de cet événement, je veux dire, est de faire rentrer le maximum de dons. Le nerf de la guerre, hein, les sous. Voilà, des sous, il faut le dire crûment. Et c'est vrai que nous attendons toute la population guyanaise. Pourquoi méga? Parce que nous voyons les choses en grand déjà. Pourquoi les Oui, rappelez-nous artistes le nom de invités? l'événement. Hein. C'est le méga concert
pour la lutte contre le cancer. Méga concert, pardon. Méga concert. Voilà. Pour la lutte contre le Qui aura cancer. lieu le samedi de Pâques, le 4 avril, c'est ça donc C'est exactement cela, pour le samedi 4 avril, au Zéphyr à 20h. à 20. Bon, on est bien d'accord. Il y aura du monde, il y aura du beau monde. Il y aura du beau monde parce qu'il y a de beaux artistes. Ouais. Alors, dites. Alors, il y aura Caquette qui n'est plus à présenter, il y a Orlane Jadfar qui n'est plus à présenter. Bien sûr. Il y a Francis et Clara Nugent qui ne sont plus à présenter. D'ailleurs, c'est Francis Nugent Qui nous a orchestre un petit peu tout piloté ça. Hein. Voilà. notre événement. Ouais. Il y a Lovadja. Ouais. Et il y a surtout Sylviane Sédia Et il qui y a a la souffert grande- de la maladie la grande Sylviane et Sédia, qui viendra nous faire un témoignage fort avec une chanson d'ailleurs qu'elle a enregistrée à ce titre-là. Voilà. Alors moi j'ai l'insigne honneur, et je vous en remercie, à tout hasard, d'animer cet événement exceptionnel. Moult merci et j'en suis moi-même honoré. Justement, on parle de bénévolat parce qu'il y a beaucoup de ces artistes qui donnent justement, et votre bureau également, c'est un bureau de bénévoles. Comment fait-on pour être bénévole chez vous? Comment fait-on pour être bénévole? Être bénévole, c'est déjà rejoindre un réseau structurant et structuré, puisqu'il faut déjà avoir les outils pour commencer à travailler. Oui. Et une fois qu'on a ces outils, il faut être proche de la population, s'engager au niveau de la population, au niveau des malades, atteints de la maladie, et de leurs proches. Mais alors attention, moi je le dis tout le temps maintenant à ceux qui font du bénévolat, on ne s'engage pas comme ça dans le bénévolat, on dit oui je viens et puis après, je veux dire c'est quand même une astreinte régulière et quand on s'engage jusqu'au bout. Mais le bénévolat chez nous est structurant, je reviens sur le mot structurant parce que nous mettons quand même des formations en place et des formations dans tous les niveaux, dans tous les domaines, dans tous les corps de métier parce Bien sûr. qu'on n'est pas bénévolat dans la Ligue contre le cancer au niveau médical seulement. Ouais. Il y a du secrétariat, il y a de l'informatique, il y a un peu de tout. Donc toutes les forces vives sont les bienvenues. Et Il y a un numéro de téléphone, un numéro de téléphone, donnez-le. 2 numéros de portable, 06 94 26 35 18 Ça s'affiche en bas de vos écrans, très bien. et 06 94 26 73 66. Voilà, et on verra, chers amis, on compte sur vous. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon, donc vous allez travailler à fond. Merci, chère Rosine Maroudi. Rendez-vous le 4. Rendez-vous le 4 au Zéphyr à 20h. Nous attendons la population guyanaise puisque c'est une cause commune, c'est un combat commun. Nous y serons. Merci encore et à très bientôt et nos amitiés à la Ligue. Merci Jordan de nous avoir reçus. Merci à vous. On continue, si vous le voulez bien, mon cher Marc Montieu, dans quelques minutes. Peut-être que vous n'allez pas garder ce sourire. Pourquoi? Parce que l'homme qui me rejoint en règle générale est, comment dirais-je, déconcertant. C'est le cas de le dire. Voici notre ami Hugo Prof pour la chronique Je vous aime pas. Voilà, au moment où je vous parle, il est arrivé et il y a déjà une tension sur le plateau. Il met tout le monde mal à l'aise, ce type. C'est terrible. Hugo Prof. C'est moi. Bonsoir à vous. Bonsoir Jordan. Quand est-ce que vous allez nous quitter? Il paraît que vous partez bientôt. Canal+, TF1, quelqu'un aurait, je sais pas, aurait fait la bêtise de vous... Voilà, ouais, exactement. Ouais. Hollywood. Hollywood. Ouais. Ah, le prochain Star Wars. Ah, Ouais, ils ont- bon, j'espère qu'ils vont vous mettre un casque, on entendra moins de conneries. Non, c'est pour le prochain Chewbacca. D'accord, très bien. Oui, votre femme nous a parlé de votre pilosité. Alors, Exactement. on continue, mon cher Hugo Prof. Donc, je vous laisse à notre invité. Bonsoir Vanessa. Et bonsoir Marc Montieu. Bonsoir. Donc, vous êtes un homme, c'est certain, vous détestez l'histoire. Eh oui, en fait, certainement, quand vous étiez à l'école, en cours d'histoire, vous deviez vous arracher les cheveux, vous deviez pas aimer les cours d'histoire. Et en effet, l'histoire de l'humanité, à travers les âges, prouve que l'homme a toujours voulu dominer l'homme. Ils ont toujours voulu se faire la guerre ou essayer de dominer l'autre. Et ça n'a pas dû vous plaire, vous, en tant que militant pour l'indépendance. C'est vrai. Peut-être l'envie de vous battre est venue lors des cours d'histoire. Non, il n'est pas venu de là, pas les cours d'histoire. Non, les cours d'histoire, c'est vrai que m'ont permis de comprendre pas mal de choses sur ce qui était passé, de mieux comprendre ce qui se passait au moment où je vivais. Ils m'ont permis aussi d'imaginer la suite. Mais non, je crois pas que... C'est vrai que l'homme a toujours voulu dominer l'homme, mais bon, écoutez-vous, c'est une donnée. Il s'agit pour nous, hommes, toujours, de faire en sorte l'homme aime faire la guerre, hein. Ah ouais. Ouais, même quand l'homme n'aime pas être en paix, apparemment. Mais je vois pas le rapport avec l'indépendance, là. C'est là où je... Il arrive, vous allez voir. Il arrive. Hein, parce qu'il est bon d'être libre. Il est bon d'être indépendant, c'est vrai. Malheureusement, l'histoire nous montre que le prix à payer pour l'indépendance peut coûter des fois très cher. Ça me rappelle par exemple, moi, quand je voulais être indépendant, quand j'étais jeune, je me rappelle de l'indépendance, mais je me rappelle aussi surtout des corrections que ça apportait. Faisiez le mur?
Comment? Vous partiez par la fenêtre Par la fenêtre, oui, le mur, non. Oui, oui, enfin bon, après, ça dépend d'où on vit. Je sais que vous Voilà. vivez sous un carton, mais vous, Exactement. vous quittiez le carton de temps en temps. Voilà, j'enlevais du scotch. Voilà. D'accord. Et oui, ça m'arrivait souvent. Voilà. En tout cas, c'est vrai. Heureusement, vous étiez peut-être doué en maths et vous savez, vous connaissez la dépense que peut coûter l'indépendance. L'indépendance, quel grand mot. C'est le rêve de beaucoup d'être indépendant. La femme veut être indépendante de l'homme. Les animaux veulent être indépendants des humains. Et l'homme veut être indépendant de Dieu. Et oui, et en fait, même les enfants veulent être indépendants de leurs parents. Tout le monde veut l'indépendance. Même mon chat veut l'indépendance. Ah ben je le comprends. Ouais, je veux dire, moi je serais votre chat, Avec je un me serais maître barré comme depuis vous. C'est longtemps. vrai, ouais. Je lui ai montré aussi le bénéfique de ne pas être indépendant. Ouais. Bah, du moins, la roue de ma voiture lui a montré. Charmant, voilà. Ouais, Les gens de la SPA, si vous nous regardez, on n'y est pour rien. Ouais. Non, c'est un sacré minou. Certains croient même dans l'indépendance à la gravité. Je parle de la gravité, l'attraction. Hein. C'est terrestre, exactement. Parce que la gravité, on n'est souvent pas indépendant. Et il y en a aussi qui veulent être indépendants de leur environnement. Donc ils polluent, ils se jettent dans on va dire dans un précipice. Ils veulent absolument l'indépendance. Vous serez d'accord avec moi que pour être indépendant, il y a dans le mot indépendant, il y a le mot dépendant. Non ? Quelqu'un qui veut être indépendant, c'est qu'il est dépendant de quelque chose. Il est attaché à quelque chose. Êtes-vous attaché à quelque chose? Alors, quand celui qui est indépendant, c'est sûr que s'il est indépendant, et s'il veut être une indépendance, c'est qu'il parle d'une situation de dépendance, c'est clair. Hein, c'est notre situation à nous. Hein. Maintenant, est-ce que la question, c'était quoi la dernière question? Est-ce que moi, j'étais... Eh ben, est-ce que vous êtes dépendant de quelque chose, attaché à quelque chose pour pouvoir vouloir crier cette indépendance? Si, non, mais je veux dire que le terme d'indépendance, faut pas le prendre à ce niveau-là, si on le prend au sens comme où vous le prenez, d'indépendance par rapport aux choses. Non, je crois qu'il faut revenir un peu de pragmatisme. Là, on parle d'hommes, on parle d'hommes et de vie d'homme, hein, et tous les hommes, et comme vous l'avez dit, un enfant, chez ses parents, à un moment donné, il veut son indépendance. Alors on appelle indépendance, mais on sait bien qu'il ne sera pas indépendant au sens où il ne verra plus ses parents, mais il a envie de vivre de sa propre activité, d'être responsable de ce qu'il fait, d'élever ses enfants. Ça, c'est humain, et ça se retrouve au niveau des groupes humains également. Et c'est pour ça qu'on dit que toute population, tout peuple, a droit à cette indépendance. La France elle-même le reconnaît à travers ces documents, je veux dire, fondamentaux. Elle s'engage même à accompagner les peuples dont elle avait la charge à l'émancipation. Seulement, ça s'est arrêté là. Elle l'a pas fait. Ou alors, ils l'ont prise de force. Et on voit dans Madagascar, certains pays l'ont pris de force. Et malheureusement, parce que la France n'a pas fait preuve d'intelligence, ça s'est passé comme ça. Mais il y a d'autres situations où les anciennes colonies ont fait preuve d'intelligence et ont compris que l'aspiration d'indépendance ou de souveraineté ou ça, c'est votre message au quotidien, Marc, de dire que c'est peut-être une mauvaise gestion de l'État français. Ça, vous le dites aussi régulièrement, manifeste, ces problèmes-là. Oui, mais c'est évident qu'en colonie, on n'a jamais vu une métropole développer une colonie. Ça n'a jamais existé. Donc, plus on reste dans cette situation, plus les problèmes vont devenir croissants. Donc, il y va de l'intérêt, bien sûr, notre intérêt, mais il y va de l'intérêt de la France, à ce que nous redéfinissions avec elle des liens, je veux dire, beaucoup moins déshumanisants, si je peux dire. Votre chronique n'aura jamais fait autant réagir un invité, c'est bizarre, Hugo. ça, quand même. Hein, ouais. En fait, moi, je partais du principe que quand on veut l'indépendance, eh bien, on s'attache de moins en moins. Et ça part dans la vie de tous les jours. Moins on s'attache à quelque chose, moins on a besoin d'indépendance. Donc, est-ce que et c'est pour ça. Oui, je comprends votre idée. Hein. C'est un peu l'image qu'on a quelquefois. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous êtes compris par un invité, c'est excellent. La comparaison qu'on peut avoir entre chien qui est attaché et qui est gras, parce qu'il est attaché à un piquet à 1 mètre de longueur, mais il mange tous les jours, et puis un chien maigre qui est libre. Voilà, c'est un peu ça. Alors, certainement, il y a des gens peut-être qui préféreront la situation du chien gras attaché, mais je vous assure que humainement, naturellement, tous nous avons envie d'aller vivre notre vie, puis de grossir de maigrir peut-être, mais de faire notre vie. Et ça, c'est humain, et c'est une réalité aussi pour les groupes humains, notamment pour le peuple guyanais, je pense. C'est vrai. Bon, en tout cas, c'est quand même agréable de savoir que quelqu'un se bat pour une certaine indépendance, entre guillemets. Ouais, vous nous bouffez du temps, là. Voilà. Et la liberté, c'est pour ça que je vous aime. La liberté commence dans le cœur et dans la pensée. Dans l'esprit et dans le cœur des gens commence l'indépendance. Absolument. Vous anticipez si un jour la Guyane est indépendante, c'est pour ça que vous l'aimez tout de suite, voilà. Hugo. Voilà un mec malin. Je serais peut-être pas vivant pour le voir, mais... Si je peux me permettre, Jordan, ce que je souhaitais dire aussi ici, c'est que souvent on voit le combat pour l'indépendance dans un conflit avec la France, qu'on sera fâché, qu'on va se taper dessus. Et ici, on doit le voir différemment. On peut très bien être indépendant et avoir avec la France, même, comme tu l'as dit, Jordan, rester sous protectorat, comme tu disais, bon, pourquoi pas. L'essentiel, c'est qu'on puisse, nous, avoir une certaine liberté de faire ce qu'on a envie de faire,
parce que nous avons des envies qui sont particulières, parce qu'on habite à 8000 km, on a des voisins qui ne sont pas les voisins des Français de là-bas, on a une réalité qui est différente, mais on veut vivre ça pleinement. Alors restez là, mon cher Hugo Prof, ça va bien tomber, vous allez nous aider aussi. Vous regardez vos écrans, chers téléspectateurs, c'est le moment du morphing. Volontairement, je les ferai après votre chronique, mon cher Hugo, histoire que vous restiez avec nous et que vous fassiez vos propositions. C'est gentil, merci. Alors, vous regardez votre écran, Marc Montieux, et vous me dites si vous reconnaissez sur l'écran une des personnes que l'on a morphées. Donc on a mélangé des visages pour n'en faire qu'un seul. Regardez, générique. Alors, regardez ça. Là, je vois quelque part un haut du crâne qui me ressemble pas Ouais. mal. Hein. Ça pourrait être vous? Ça pourrait être moi, ouais. Votre micro, qu'on vous entende bien. Oui, donc. je pense que le haut du crâne, ça a quelque chose de bibi. Alors, comme on est sympa, c'est pas facile, on vous a fait une autre proposition, du coup. Donc ça peut aussi donner ceci. Oula. Ouais, là c'est plus violent, là. Plus violent, ouais, c'est carrément agressif. Non, l'avais fait, hein. Alors Vanessa, je maîtrise très très bien les nouveaux Non, j'ai du logiciels. mal. D'accord? Bon, vous donnez votre langue au chat. Hugo, Ouais, tout à fait. aucune... Non. Hein? Personne? L'oreille Hugo, peut-être. ouais. Ah, Hugo Chavez. Hugo oui. Chavez. Exact. Ouais, là, Voilà, réponse en image, messieurs. je m'en veux. Voilà. Hugo Chavez, exactement. C'était pas évident. C'est pas évident, c'est vrai. C'est vrai que le Oui, haut est-ce du que ça crâne, peut c'est donner un grand personnage. Hein. Alors voilà, bon, ça c'est vous qui le dites en tout cas, puisque je le vois sur votre Facebook. On est allé un petit peu enquêter aussi. Vous mettez des images d'Hugo Chavez, ce personnage haut en couleur qui a pu être contesté. Vous lui reconnaissez bien des qualités, c'est ça? Ah oui, énormément de qualité. C'est sûr, quand on le regarde avec des regards européens, alors comme vous l'avez dit, on va dire qu'il est haut en couleur, on va dire qu'il est dictateur, mais quand on le regarde avec le regard d'un vénézuélien ou d'un sud-américain, on voit une autre personne. On voit quelqu'un qui aime son peuple, quelqu'un qui a su imposer des réformes pour faire que les plus pauvres de son pays puissent enfin survivre, alors qu'avant, la situation au Venezuela était tout autre. Non, c'est quelqu'un, à mon avis, qui a marqué profondément son pays, mais au-delà, l'Amérique du Sud et je pourrais même dire de la planète, parce que son influence s'étend au-delà de l'Amérique. On le disait tout à l'heure, comment est arrivé votre amour pour la politique? Vous êtes arrivé ici, on l'a dit, vous sortez de ce cursus militaire. Vous y passez 30 ans là en Guyane, mais pendant ces 30 ans, que faites-vous? Non, bien avant, je veux dire que de par mes origines, de par là où j'ai grandi, au Terre-Saint-Ville, j'ai été confronté à des situations qui m'ont montré que dans le monde, il y avait des injustices, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et très tôt, mon caractère me poussait à dire que je ne pouvais pas envisager, moi, d'être heureux, si on peut dire, à côté de gens malheureux. Ça, c'est chez moi une donnée. C'est-à-dire que moi, je peux pas, voilà, c'est pas possible. Donc, très tôt, j'ai essayé de m'intéresser un petit peu à ce qui se passait autour de moi et de chaque fois participer à des mouvements, des réflexions qui pouvaient permettre d'améliorer des choses. Ça a commencé comme ça, à la base. Comment vous êtes rapproché des mouvements, et en l'occurrence du MDES, le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale de la Guyane? Tout à fait. Mais avant d'arriver là, je voudrais rapidement passer par ma scolarité. Ouais. J'ai eu la chance, je vais dire, de faire mes classes de seconde, première terminale, dans une école privée. Ouais. Une école privée de la Martinique qui s'appelle toujours Institut Martiniquais d'études, dont le directeur était Édouard Glissant. Ouais. Ah, Un personnage je l'ai eu comme professeur de philosophie, comme professeur de français. C'est quelqu'un grand qui... écrivain martiniquais. grand écrivain que je pense que les spectateurs connaissent, qui, je pense, a dû influer un peu sur ma façon d'analyser des choses, d'analyser le monde qui m'entoure. Voilà. Maintenant, après, je suis parti étudier en France, comme tout étudiant qui se respecte. Je me suis intéressé à la vie des étudiants. Ouais. Quand on est étudiant en France, c'est l'occasion pour nous de se poser des questions sur notre pays. On voit les relations avec la France, un autre aspect. Et je me suis engagé dès mes études. J'étais à l'Association Générale des étudiants martiniquais. J'ai été président de la section de Montpellier pendant 3 ans. Et voilà, ça a commencé très tôt, en fait, cet engagement dans des mouvements qui ont pour objectif de faire changer les choses. Et ça s'est poursuivi, ça s'est consolidé. Je parlais du MDES. Aujourd'hui, vous êtes à la région, vous êtes opposant, hein, je le rappelle. Vous êtes chef de groupe au MDES. C'est ça. Oui, je suis arrivé en Guyane, j'ai tout de suite recherché un mouvement qui pourrait ressembler un petit peu à mes attentes, quoi, hein, sur la scène politique. Il est le seul qui avait à cette époque, enfin, il se créait à peine. Hein. Ouais. Enfin, j'étais à l'époque là où il s'est créé. Tout de suite, c'est le MDES. J'ai trouvé des camarades qui
avec qui on partageait les valeurs de base, les mêmes valeurs. Je trouvais en outre des camarades, des gens qui avaient réglé le problème de l'immigration, parce que je suis un immigré, je suis un immigré, comme l'haïtien, comme le vénézuélien, comme le brésilien, je suis un immigré. Alors, je suis peut-être arrivé ici avec un statut français, mais ça, je me considère comme le haïtien, comme un autre. Et j'ai trouvé au M2S des gens pour lesquels ce problème était réglé. Le problème de l'immigration était réglé, et j'étais à mon aise, et ça fait 21 ans que j'y suis, et je suis bien, je suis élu à la région. J'ai été élu également avant à la mairie de Matoury, où je suis resté une mandature, et je suis depuis 2010 à la région. Je suis chef du groupe M2S à la région. On se quittera là-dessus, on dira simplement qu'est-ce qu'il faut dire aux téléspectateurs qui peut-être ont peur des mouvements indépendantistes, qui vous connaissent pas. C'est aussi une manière pour vous bien de changer un petit peu l'image de ces mouvements. Oui, c'est clair que nous, M2S, on souffre de déficit d'image. Souvent, les gens nous considèrent comme alors qu'on dit indépendantistes, ils amalgament avec racistes. Alors, parce qu'on est contre la France, on est contre les Français, ça n'a pas de sens. Protagoniste Non, je dis qu'on nous considère comme alors, voilà, bon, tout ça, c'est organisé, c'est voulu, de nous diaboliser. Je demande simplement aux gens de faire l'effort de nous écouter, de lire ce qu'on est, ils verront que ce qu'on demande, ce n'est que de la justice. Ce sont des choses qu'ils demandent eux-mêmes à leur niveau, mais qu'on a le mérite de synthétiser dans un projet politique. Donc faites l'effort d'écouter, de venir à nos réunions, et vous allez voir que les mensonges, peu à peu, ils vont s'effacer, et vous verrez que le M2S, ça reste quand même un parti qui, selon moi, ça n'engage que moi. Puis il y a tout couleur aussi chez vous, c'est ça qui est... Il y a toutes les couleurs, bien sûr, mais ça, on n'a même pas envie de le dire, tellement ça nous paraît normal. Que pour sortir des clichés, il faudrait peut-être quand même le dire. Oui, le dire. Nous avons des métropolitains, des Haïtiens, nous avons des Amérindiens, nous avons tout le monde chez nous, et ça ne pose pas... On n'en parle même pas, tellement chez nous, c'est naturel, quoi. Et on ne sent pas le besoin d'aller le crier sous les toits. Il y a des blancs au M2S. Ils sont nombreux. Il y en a au bureau du M2S. Nous avons plusieurs camarades, on va dire. J'aime bien mettre les pieds dans le plat. Oui, des blancs, comme tu dis. Oui, des tout à fait. Nous avons tout ça. Ouais. Et des gens qui aiment ce pays, qui ont fait de ce pays la leur et qui ont envie de se battre pour ce pays, qui ont envie que ce pays progresse. Ils sont avec nous et ça se passe très bien. On va se quitter sur la météo des plages et des criques. Vous restez avec nous. On va plonger littéralement avec la belle Rachel. Visitons notre Guyane, chers amis. Allez-y. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre météo des criques et des plages. Aujourd'hui, direction Roura aux chutes Diamant, aussi connues sous le nom de chutes Patawa. Ces magnifiques chutes vous offriront un agréable moment de détente après une marche d'une 40aine de minutes. Pour y accéder, roulez 21 km à partir de l'entrée des chutes Fourgassier. Le Layon part à droite de la route et est très clairement visible. On peut même garer les voitures. Demain, nous fêterons les Saint-Richard. Je vous embrasse. Bisous, à bientôt. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Marc Monthieu fut notre invité. Merci de m'avoir reçu. Je crois qu'il faut vraiment le saluer parce que ce genre d'émission permet de donner un éclairage plus large pour la population à ce qui se passe sur la scène politique. Et si je suis venu aujourd'hui, c'était surtout pour ça et non pas parler de moi personnellement parce qu'il n'y a pas grand intérêt. Mais ça a été en tout cas l'occasion de le faire et on vous en remercie. On continuera à vous suivre. Vous êtes le bienvenu et puis il y aura d'autres occasions sur la chaîne, notamment des émissions politiques où nous ferons un plaisir de vous recevoir. Merci Marc. Vanessa, Hugo, je vous fais des poutous ? Non, restez loin. Telle n'était pas mon intention. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Je vous fais de très gros bisous. Merci de nous suivre sur la chaîne locale. À demain.